souvenirs. À Vienne, pour les championnats du monde, là où Jean-Luc Rouget a réalisé l'exploit que vous savez, on était vraiment au bord du tapis. Et je crois qu'on a fait un film qui, pour l'époque, était exceptionnel, parce qu'on a suivi complètement le combat, je dirais, au ras du tatami, et en plus, on avait en son les conseils d'Hermann, qui criait sans arrêt, qui essayait d'encourager Jean-Luc. C'était pas technique ce que disait Hermann, c'était d'une grande simplicité, mais en même temps c'était émouvant. Vas-y Jean-Luc, tiens le coup, il faut que tu tiennes, tiens. Prends la ceinture avec la main gauche. L'autre main. Voilà. Et quand il se lève, tu restes collé. Tu restes collé au gars. Toujours avec le bassin. Le bassin collé. Attention, étranglement. Il faut prendre le réveil. Attention, Ochi. Pousse. C'est vous. Très bien. 1 minute 20. Voilà. C'est Yuko. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin de ce combat contre le Japonais, puisque donc c'était la première fois qu'un Français battait un Japonais en championnat du monde, ils sont tombés, un peu comme dans les dessins animés, ils sont tombés chacun de leur côté épuisés, et on a attendu, ça a paru long, mais ça a dû être 40, 50 secondes. On ne les voyait pas se relever, tellement ils s'étaient donnés l'un et l'autre. Et à ce moment-là, Paul, mon caméraman, a fait des plans fabuleux de la dépense physique, morale, que ces deux champions avaient donné pour gagner. Pour moi, c'est un souvenir fantastique. Quand tu rencontrais un Japonais, il fallait qu'il te repêche, parce que toi, tu avais encore une chance d'aller en finale. Donc tu faisais tout pour ne pas le fatiguer. De manière dont tu te sais battre, et tout le monde faisait pratiquement pareil. Parce qu'après, tu avais toujours une chance d'aller en finale. Alors, ce qui fait que les Japonais arrivent en finale, ils étaient frais, et toi, tu étais cuit. Et ils avaient toujours en plus cet ascendant-là supplémentaire dont ils n'avaient pas besoin à l'époque. Hein. Et ils étaient 2 par catégorie. Et donc, il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Et donc, dans cette succession de combats, je me rappelle de Sasahara, moi, il arrive en finale, il avait fait 40 secondes de combat, qui était un de mes adversaires. Et donc, j'imaginais même pas arriver à ce niveau-là. Et puis ce jour-là, tous les étrangers ils se sont dit, maintenant, messieurs les Japs, on va vous tirer la bourre. Et c'était la première fois qu'ils arrivaient cuits en finale et en demi-finale. Et puis bon, petit à petit, il y a le Starbrook en bat un, moi je bats l'autre. Et je suis champion du monde puisque je bats Starbrook. Donc les choses se sont enchaînées. Un jour, je sais pas, il y a eu une espèce de prise de conscience des Européens, surtout des Européens, qui se sont dit, on en a ras-le-bol de cette suprématie japonaise, on va essayer de tailler la brèche. Et on était nombreux, et dans toutes les catégories, on a essayé de tailler les brèches, et c'était la première grande brèche qui a été taillée, c'est quand même ces championnats du monde de Vienne. Quand j'étais champion du monde, je faisais partie d'une équipe, et dans cette équipe, il faut savoir que Jean-Jacques Monnier aurait pu passer, parce qu'il n'est pas passé loin, Jean-Paul Coche aurait pu passer, Guy Offray aurait pu passer, Patrick Clément, encore avant moi, aurait pu passer, et on était tous là. Lequel va passer? Bon, c'est tombé sur moi, c'est un plaisir extraordinaire, bien sûr. Et toute l'équipe était sur le bord de passer. Je regrette aussi pour Jean-Paul, parce que Jean-Paul, avec malheureusement un champion extraordinaire qui est en face, Fuji, et Jean-Paul, il n'était pas loin non plus, il a failli passer. C'est dommage pour lui aussi. Jamais Jean-Paul Coche, en effet, ne fut aussi fort que ces années 1974-75. Il avait tout gagné en y ajoutant toujours la manière. Mais tous les judokas, aussi talentueux soient-ils, vous le diront, chacun a sa bête noire, et celle de Jean-Paul Coche s'est toujours appelée Fuji. À Vienne, pourtant, l'avantage du japonais n'était plus que psychologique. La finale de tableau contre Fuji à Vienne, bon, pour parler crûment, j'ai été le roi des cons parce que je pense que j'ai pas que assez, quoi. Et à ce moment-là, avec le recul, je me dis que dans ma tête, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Ceci dit, c'est une expérience qui m'a suivi par la suite parce que j'ai pu en faire profiter les jeunes.
tout au long de ces années où j'ai pu être proche d'eux dans les grandes finales, j'ai pu leur faire passer le message, sans faire référence à moi, parce que j'aime pas parler de moi, mais en leur disant attention, ne tombe pas dans le piège. Et là, j'ai trouvé une discipline qui m'a apporté en même temps qu'un exercice physique intéressant, des rapports directs avec les autres individus, où il n'y a pas beaucoup de sports où on peut avoir un affrontement de paix avec les autres, parce qu'à l'époque, que vous gagniez, que vous perdiez, vous étiez toujours content si le point qu'on vous avait marqué était beau, et l'autre s'il avait réussi un bon mouvement. C'est ce qu'il y avait bien. On n'accordait pas une autre valeur à la victoire. Et le cours commençait bien à l'heure, il ne fallait pas parler sur le tatami, il se finissait à une heure bien précise. Ensuite, il y avait une discussion autour du tatami sur, on appelle ça le mondo chez nous, une espèce d'esprit qu'on a essayé de développer, de l'attitude d'un judoka sur le tatami, mais aussi en dehors du tatami. Le geste du footballeur qui exulte après avoir mis un but, certains judokas le font sur le tapis de judo, mais c'est très mal vécu par les judokas eux-mêmes. C'est apprécié de la presse en général parce qu'ils ont une image qui frappe l'imagination, ça passe bien à la télévision, pour le grand public c'est bien, il y a de l'émotion, il y a tout ça, mais ça ne va pas du tout avec l'esprit général du judo. C'était pas un sport à l'époque, c'était presque une manière de voir les choses. Il y a la pensée jouait beaucoup dans le judo. On avait... On étudiait les adversaires, on apprenait avec les adversaires ce qu'on ne savait pas et tout ça, avec les échecs, parce qu'à l'époque on ne résistait jamais quand on se faisait envoyer en l'air, et ben on tombait et puis mais petit à petit on apprenait, c'est en perdant qu'on apprenait. Au tout début, c'était des scientifiques, des chercheurs, mais aussi des gens de tout milieu et qui partageaient cette envie de donner et de recevoir, d'échanger. C'est-à-dire, quand on sait quelque chose ou quand on a l'impression que l'on connaît quelque chose, on a envie de le donner aux autres et de s'améliorer, de progresser grâce aux autres. Car une des caractéristiques du judo, c'est un sport individuel, certes, mais dans lequel on ne peut progresser que si nous avons des partenaires. Et si on a un comportement désagréable avec le partenaire n'est plus partenaire et quelqu'un qui fuit, donc on arrête soi-même sa progression. Et cet état d'esprit se retrouve un peu dans toutes les autres phases de la vie et dans le comportement du plus grand nombre de judokas, ou devrait se retrouver. Tout est dit parfois sur les tatamis, comme une fulgurance. Président. En un demi-siècle, la Fédération française a été dirigée par seulement 8 présidents, signe d'une évidente stabilité. Tous hommes du sérail, ceinture noire, ils sont devenus présidents après avoir fait préalablement leurs preuves au sein du comité directeur, gage cette fois d'une évolution dans la continuité. J'ai travaillé avec tout le monde, sauf avec Monsieur Vial. Mais je l'ai bien connu quand il a été trésorier. Pour moi, il y a eu Bonnet-Maury qui a lancé le judo, il y a Pimentel qui a fait l'administration parce qu'il n'y avait rien du tout, après Collard qui a fait le sportif, et après Pfeffer qui a, lui, consolidé les deux, et qui a donné quand même l'essor de la fédération telle qu'elle est. Les autres, ils ont apporté quelque chose, mais c'est normal, parce que s'ils font rien, on les garde pas. Je pense avoir été, disons, un petit peu le détonateur de cette opération de faire du judo français et de la fédération française une vraie fédération sportive. J'ai été beaucoup aidé dans ce domaine par quelqu'un que je n'oublie jamais, c'est Robert Boula, qui était mon premier directeur technique national, qui a été l'un des premiers directeurs techniques nationaux du sport français.
et qui avait les conceptions qui étaient les miennes. Et nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années. J'ai pu réaliser 3 choses. La première, ça a été, on peut appeler ça le premier dojo national, qui était au Central, et qui a permis de regrouper les meilleurs combattants des clubs et des ligues pour faire les entraînements de masse. Première chose. Et je vais vous les dire d'une façon chronologique. Deuxième chose, ça a été l'unification de l'enseignement par la progression française. Ça n'a pas toujours été très facile à faire rentrer, mais ça a été fait. Et troisième chose, à la fin de mon mandat en 72, ça a été la réunification du judo avec la disparition de la FNJT et le protocole d'accord avec le collège. Les actions, il y en a beaucoup, mais celle que je retiendrai, c'est effectivement la mise en place de ce qu'on a appelé, nous, les interrégions. Les interrégions pour doter donc tous les secteurs de province de moyens matériels et financiers pour pouvoir essayer de retrouver des actions aussi efficaces qu'on peut trouver sur la région parisienne. Avec Georges Pfeffer, mon prédécesseur, on avait mis en place avec l'État à ce moment-là un plan sur 8 ans qui nous permettait de construire des dojos départementaux et des dojos régionaux dans pratiquement toutes les régions de France. Ce qui a été fait, puisque de 80 à 89, puisque là ça s'est arrêté en 89, on a construit plus de 30 dojos dans les régions. Mais il nous fallait un nouveau siège surtout, et on a mis en route ce fameux Institut national du judo qui va voir le jour dans 2 ans maintenant. Donc je crois que c'était l'action essentielle. J'aurai la chance d'être le président qui verra sous son mandat démarrer les travaux et peut-être aussi le voir s'achever, mais ce n'est qu'un aboutissement d'un travail de plusieurs mandats de président. Chaque président a eu l'idée un jour d'avoir la maison de la fédération, et puis ça s'est concrétisé au fur et à mesure. Georges Pfeffer déjà avait esquissé, et puis Daniel Berthelot a mis sur pied le grand projet, et puis j'ai l'opportunité d'être celui qui aura certainement le grand honneur de voir cet institut du judo grandir et accueillir tout ce que le judo français représente de capacité et d'espoir. Un bon président de fédération, quel qu'il soit, c'est de savoir choisir les bonnes personnes aux bonnes places. Et je crois que depuis toujours, dans la Fédération française de judo, on s'est rarement trompé sur les hommes et les femmes à qui on a fait confiance. Ippon. Très vite, les femmes s'intéressèrent au judo et y trouvèrent leur place, leur petite place. Le Kodokan avait là aussi donné l'exemple. Une section féminine, dirigée par la fille de Jigoro Kano, avait été créée. Un peu contre l'avis du père fondateur, il faut bien le reconnaître. Dès les prémices du judo en France, maître Kawashi entraîne également des jeunes femmes. Apparaissent même des cours entièrement féminins où l'on pratique un judo doucereux. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, masculin. Les femmes renvoient l'image que les hommes se font d'elles, gracieuse et élégante.
Les choses se compliquent lorsque les féminines, de plus en plus nombreuses dans les clubs, vont en avoir assez de ce judo Canada Dry et vont exiger de faire des compétitions comme les hommes. Le plus dur, ce qui était à faire accepter, c'est carrément la femme dans le judo ayant libre accès à tout ce que pouvait faire le sport, quoi. Tout simplement. On est tombé sur des machos qui voyaient la femme à la vaisselle et au raccommodage des chaussettes. Être femme est terriblement malaisé, puisque cela consiste surtout à avoir affaire aux hommes, disait l'écrivain John Conrad. On essayait de rentrer, on avait essayé un peu les portes, on avait essayé un peu la fenêtre, mais à chaque fois il n'y avait rien. Et puis peut-être aussi, grâce à d'autres pays d'Europe qui ont lancé la balle dans le camp français, et c'est pour cette raison que la France s'est penchée sur le problème des féminines dans le judo. Je crois que l'évolution de la femme judoka pratiquant le judo par rapport à la femme dans la société, je crois que c'est parallèle. Les années 70, ça a été un peu le boom de la femme dans la société. Elle rentrait partout, elle rentrait en formation dans les écoles militaires, elle ouvrait toutes les portes. Et la femme dans le judo aussi. En tant que directeur technique, ça n'a pas été une mince responsabilité, parce que d'un côté, il y avait cette poussée très forte de toutes ces jeunes filles très battantes, très vaillantes, et puis d'un autre côté, il y avait effectivement chez les hommes, les dirigeants de l'époque, quelques-uns qui n'étaient pas du tout favorables, et puis disons une majorité qui était plus en situation d'attente. Mais moi, le souvenir que j'en ai, ça n'a pas été une situation de rejet des dirigeants de l'époque, mais plus une volonté d'être très attentif, de prendre beaucoup de précautions. Et on a développé le judo féminin par étapes, pas toujours d'une manière facile des deux côtés. Et je me vois encore en train de faire poser au président Audran la question au comité directeur. Est-ce que l'on va vers le judo féminin comme pour les garçons ou pas? Le comité directeur de la fédération a répondu positivement. Et du jour où on a pris cette décision, eh bien on a réglé 80% des problèmes du judo féminin parce qu'on a abandonné tous nos a priori, on a mis les mêmes structures de développement que pour les garçons, et puis les choses ont été beaucoup mieux pour elles. Josiane Audran a joué un rôle aussi, elle a eu une influence politique. Sur un soutien politique de l'opération. Et même au niveau de la pratique, parce qu'elle a toujours dit, il ne faut pas, entre autres pour la revue, il ne faut pas parler du judo féminin, il faut parler du judo pratiqué par les féminines, mais c'est le même que le judo des garçons. Ouais. Mais c'est vrai que Josiane Audran, c'est elle qui a défendu bec et ongle, et ça a été son combat, et le combat qu'elle a gagné, c'est elle. C'est à elle qu'on doit l'éclosion du judo féminin, c'est certain. Sans côté politique, on aurait pris 10 ans de retard. Ah oui, c'est sûr. L'organisation, l'arbitrage et la direction des différentes fédérations, l'arbitrage des différentes compétitions, étaient gérés par les hommes. Et que l'homme, on le sait bien, notamment dans un sport de combat, avait quelques difficultés à imaginer que la pratique féminine pouvait égaler la pratique masculine. Et je me souviens très bien, avant certaines finales, demander à certaines jeunes filles de soigner leur présentation. Car au moment d'une décision, l'homme pencherait vers la plus belle. Ça surprend parce que une championne du monde de judo, d'abord c'est tout nouveau en France, et puis on s'imagine une fille très forte. Or vous avez conservé toute votre féminité, je crois. Vous pensez que la femme a besoin de se retrouver sur un tatami et se battre? Et vous n'avez pas peur qu'un jour, au fil du temps, des championnes se présentent et n'aient plus tout à fait l'aspect féminin que l'on souhaite garder dans le sport? C'est ainsi. Le monde des hommes exige des femmes sportives qu'au préalable elles soient belles. L'exige-t-on des hommes? Aujourd'hui, les femmes sont à parité avec les hommes. Leurs résultats, leurs performances sont appréciés de la même façon. Mais leur parcours fut souvent difficile, et parfois le reste encore. Il y a aussi une chose extraordinaire, c'est le jour, bien sûr il y a eu des arbitres féminins qui sont apparus, qui ont d'abord arbitré les femmes, mais quand les femmes ont commencé à arbitrer les hommes, là ça a vraiment été une révolution culturelle dans le monde du judo. Elles ont des qualités, mais elles ne les affirment pas. On a déjà des femmes présidentes de ligue, et ça se passerait très bien. Donc il y a des femmes arbitres de plus en plus. Je ne vois pas pourquoi un jour il n'y aurait pas une femme présidente.
pourquoi pas. Ça serait... Je pense que d'ailleurs que beaucoup d'hommes voteraient pour elle. C'est sûr. Souvenir. Championnat du monde féminin de New York 1980. Une championne du monde, une. Une double vice-championne, sacrée meilleure technicienne du monde. Et des médailles dans toutes les catégories. Championnat du monde féminin de Paris 1982. Ce sont surtout les européennes, à savoir les anglaises, les allemandes de l'Ouest, les italiennes, mais aussi quelques suédoises, et puis des américaines, qui seront aussi dangereuses pour nous. Est-ce que comme dans le judo masculin, les japonaises sont redoutables? Actuellement, elles ne sont pas redoutables pour nous, mais je crois que dans un avenir assez proche, je crois qu'elles deviendront redoutables. 4 championnes du monde, 4. Une vice-championne. 3 médailles de bronze, dont 2 pour Jocelyne Driadou. Championnat d'Europe de Paris 1987. De la graine de championne du monde. Une médaille de bronze olympique couronnera leur carrière. Cathy Fleury, Cécile Novak, l'or olympique les attendait aux Jeux de Barcelone. Tout comme Marie-Claire Restou, mais à Atlanta, après son titre de championne du monde. Souvenir. Championnat du monde de Paris 1979. Au cours de ce championnat, qui a été aussi un championnat absolument fantastique, extraordinaire, la France s'est retrouvée avec 6 médailles. 6 médailles, ça ne s'était jamais vu. Dans une ambiance absolument extraordinaire, 100 000 personnes debout, je crois qu'on peut dire que ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut ni effacer ni oublier. Et je pense que si on veut vraiment, que ce soit en sport ou en musique ou n'importe où, je pense qu'on peut arriver si on décide vraiment à 100%. Vous allez nous commenter votre combat. Et bien là, le combat commence. J'essaye de prendre ma garde. Bon, moi je suis, en tant que judoka, je suis droitier. J'essaye d'attraper. Ma main droite essaye de prendre le revers du partenaire, enfin de l'adversaire, mais je n'y arrivais pas. Et finalement, j'ai dû faire une petite action sur un balayage où je lui mets coquin. Là, j'essaye de gagner quelques secondes en le contrôlant au sol. Il essaye de se relever là, il essaye de me repousser avec ses jambes, vous voyez. Mais moi, je contrôle toujours et je fais semblant d'attaquer. Là, on va revoir le coquin, je pense. Vous voyez, j'ai la main derrière et je fais Kouchigari, ouais. Petit fauchage intérieur. Et je suis tout de suite au sol pour gagner des secondes. Alors là, il est pénalisé. Il est pénalisé pour une mauvaise prise de garde. Auparavant, on avait été tous les deux pénalisés parce que notre garde est la même et on s'annihilait. Et moi, j'ai changé donc cette garde, ce kumikata, mais lui a continué à la prendre et a donc été pénalisé sur une faute technique. Là, il essaye de me faire un sotogari. C'est moi qui le fonce.
Je sais pas s'il y a quelque chose là. Oui, si, il y a un coca. Et vous Il y a avez un donc coca. très bien suivi l'action. Voilà. Mais ça, j'ai un peu de chance d'être relativement grand dans ma catégorie. Parce que, vous voyez, il me fait Osotogari. Vous suivez bien. Hein. Vous voyez, et hop, c'est moi qui reviens et qui lui fait Osotogari. J'ai pas assez de contact du haut pourtant. J'aurais pu marquer plus fort, quelque chose de plus fort. Que pouvait faire en finale Jean-Luc Rouget, poids mi-lourd naturel contre Yamashita, ce poids lourd d'exception? Tenir jusqu'à la fin du combat déjà, ce qu'il fut l'un des rares, pour ne pas dire le seul, à réussir contre un Yamashita au sommet de son art. Concéder ensuite un waza-hari généreusement accordé. Restait à Jean-Luc l'escalade de la pyramide égyptienne Al-Racham pour obtenir le bronze en toute catégorie après l'argent en lourd. Choulouyan, Sanchiz, Delvin furent les autres hommes en argent de ces championnats, échouant tous trois d'un rien en finale. Jeux olympiques de Moscou. Ce matin à Paris, à l'Institut national des sports, les athlètes français, au cours d'une conférence de presse, ont une nouvelle fois pris position en constituant un comité de soutien aux Jeux olympiques. Si les Jeux olympiques étaient le seul événement et un événement médiatique, parce que c'est vrai que c'était médiatique et qu'économiquement on faisait rien, et etc., on ne faisait rien nulle part ailleurs, ça veut dire qu'on était otage. Et ça, les sportifs ont toujours refusé d'être otages. Sans l'action des athlètes français, y aurait-il eu des Jeux et parlerait-on encore d'olympisme? Il n'est pas exagéré de se poser la question. Thierry Rey a pu vivre ainsi un grand bonheur. C'est fantastique d'être ce que l'on a rêvé d'être, dira-t-il. Angelo Parisi, pour sa part, qui reçut l'or en lourd et l'argent en toute catégorie, obligea une fois de plus à se demander s'il était l'homme fait judo ou le judo fait homme. Média. Le premier championnat de France qui a eu lieu en 1943 à la salle Wagram, la salle était pleine de public, mais je crois qu'il n'y avait que 5 journalistes. Et au championnat de France l'année suivante, en 1944, il y avait 80 journalistes. On peut en dire que le judo a toujours été traité à travers le jiu-jitsu d'abord, et puis le début de la pratique sportive. Dans l'équipe, c'était un homme qui s'occupait de ça, qui s'appelait René Moiset, dans les années 50-60, et c'était un peu assimilé à tous les sports de combat, comme la lutte. Et le judo, si vous voulez, est sorti un peu de sa coquille, c'est déjà en 61,
parce que les championnats du monde ont lieu à Paris, parce qu'il y a eu Gesink. Dans ces années-là, il y avait une soif de curiosité assez extraordinaire que je crois on a un peu perdu aujourd'hui. En 1966, quand j'ai donc écrit 1 million de judokas, il y avait 5 revues mensuelles qui ne parlaient que du judo. Il y avait 5 revues mensuelles et qui vivaient toutes, et qui étaient achetées par les judokas et qui ne parlaient que du judo, de sa technique, de ses recherches, etc. Donc beaucoup plus de curiosité qu'il n'y en a, je crois. Le deuxième vrai virage, il faut bien le dire, c'est Munich 72. Pourquoi? Parce que le judo est réintroduit dans le programme olympique, enfin introduit définitivement. On a 3 médailles, avec des champions qui sont médiatiques, et la France découvre le judo. C'est, comme disait Antoine Blondin, ces hommes en pyjama, on ne sait pas qui est le mari, qui est l'amant, et donc on découvre le judo en France. Restait à savoir comment le judo passerait le test télévision qui, pour un sport tel la langue d'Ésope, peut être la pire et la meilleure des choses. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au judo, c'était après les Jeux Olympiques de Grenoble, donc vers 1969, et on m'a pris un peu pour un extraterrestre lorsque j'ai dit que le judo était un sport qui était valable pour la télévision. Ce qui m'a permis d'intéresser le public, c'est, je dois l'avouer aujourd'hui, c'est de dénaturer un petit peu les combats auxquels j'assistais, et je ne gardais que les plus belles actions, que les projections, mais pratiquement toujours au ralenti. Et ça a commencé à impressionner le public, enfin, les téléspectateurs. Et en même temps, comme c'était une habitude qui se généralisait d'utiliser le ralenti, c'est tombé au bon moment. Après, c'est parce que les champions français ont été excellents partout que j'ai pu continuer à faire passer le judo à la fois en magazine et en direct à la télévision. Il reste 17 secondes. Sur les chaînes de télé, les commentateurs et les consultants connaissent parfaitement le sujet. À Barcelone, Thierry Rey introduit même une nouvelle façon plus spontanée, plus enthousiaste de commenter. Oh là là. Allez David, il faut la dernière attaque, il faut qu'elle soit forte. Oui, oui. Yuko, David Douillet vient de marquer Yuko à 9 secondes de la fin. Les entraîneurs français sont déchaînés. Regardez, la deuxième médaille pour la France, il reste 2 secondes. La deuxième médaille de bronze pour la France, c'est formidable. Le judo français amène 2 médailles aujourd'hui, une médaille de bronze et une médaille de bronze pour Natalina Lupino. Quand je vous disais que rien n'était fait, c'est formidable. Regardez la joie de Douillet. Rien n'est jamais fait en judo à 5 secondes de la fin, c'est encore possible. C'est extraordinaire. Et regardez le clan français